Syllab. La radio sauvage. Vue du Lab. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 février 2021, il est 10h et vous êtes sur les ondes de la radio terrienne Syllab, la radio sauvage. Je suis Chandrou Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex, sans oublier de caresser votre matière grise. Ce mois-ci, nous parlons conquête spatiale pour vous permettre de répondre à une question simple. Est-ce que vous prendriez un ticket pour l'espace ? Je parle pas d'exploration spatiale, mais bien de conquête. Parce que quand on écoute Elon Musk, ça ressemble plus à la ruée vers l'or qu'à une gentille petite visite de musée. De là à parler de colonisation spatiale, il n'y a qu'à pas. Faut dire qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur Terre et peut-être que vous faites partie de ceux qui voudraient fuir notre douce planète bleue. Interstellar, Seul sur Mars, Gravity, les exemples de films et de séries ne manquent pas. Et d'après les scientifiques, nos petits-enfants passeront peut-être leurs vacances dans l'espace, sur la Lune ou sur Mars. Tout va trop vite. Mais rendez-vous compte, quand ma grand-mère est née, l'espace était une zone inconnue qu'on fantasmait depuis le sol terrien. Depuis, en à peine 70 ans, des milliers de satellites ont été propulsés à l'aide de fusées surpuissantes. Des êtres humains ont foulé le sol lunaire quand d'autres squattent des laboratoires de recherche installés 400 km au-dessus de notre tête, entre la Terre et la Lune, comme le fameux ISS où Thomas Pesquet nous a envoyé du rêve. Rendez-vous compte, on a construit une sorte de Airbnb dans l'espace. Mais est-ce bien suffisant pour l'être humain et son cerveau qui tend à la mégalomanie ? La réponse est claire, non. Et tant mieux, vous allez découvrir dans l'émission qui suit que les projets pour nous envoyer en l'air ne manquent pas. Il n'y a pas que la NASA, les agences spatiales russes, européennes, japonaises, indiennes et chinoises qui sont au taquet, non. Des entreprises privées, comme SpaceX ou Virgin Galactic, se lancent aussi dans la course. On vit une révolution spatiale à l'image de la révolution numérique. L'arrivée des ordinateurs a permis de créer un nouveau marché économique, le marché virtuel. Eh bien les fusées, les combinaisons spatiales et toutes les technologies qui y sont liées font naître le marché spatial. Celui où être sur la Lune ou avoir la tête dans les étoiles ne sont plus des expressions, mais des projets de week-end entre potes. Mais alors, quels sont les projets spatiaux à venir ? Comment l'être humain peut-il s'adapter aux conditions hostiles de l'espace ? Et puis, si comme moi, vous n'êtes pas sûr de supporter un voyage en fusée, comment visiter l'espace tout en gardant les pieds sur Terre ? Avec Juliette Gloria, on va poser un maximum de questions à nos invités pour vous permettre de répondre à une question simple. Prendriez-vous un ticket pour l'espace ? D'ailleurs Juliette, toi, est-ce que tu es prête à t'envoler en direction des étoiles ? Salut Chandrou, bonjour à toutes et à tous. Écoute, moi aussi je peux continuer d'écouter Guillaume Meurice dans l'espace, c'est parti. En tout cas, pour répondre à toutes nos questions, nous sommes bien entourés puisqu'aujourd'hui nous avons la chance d'être en compagnie de deux scientifiques du Planétarium. Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin. Anaïs Pellegrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice scientifique, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre émission. Nous sommes également en compagnie de l'un de vos collègues, Marc-Alexandre Géanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi médiateur scientifique. Merci d'avoir répondu présent et présente à notre invitation. Nous enregistrons cette émission depuis l'Espace des Sciences de Rennes qu'on remercie chaleureusement et nous enregistrons le mardi 2 février, jour de Chandeleur. D'ailleurs, Chandrou, j'espère que tu as prévu des crêpes. Évidemment. Et une bonne émission ne serait rien sans de bons techniciens. Alors nous saluons Patrick Rocher à la réalisation son et Florent Gaillard à la réalisation vidéo. Allez, Vue du Lab, saison 2, épisode 4, spécial Conquête spatiale. Prendrez-vous un ticket pour l'espace ? C'est parti, générique. Mortis, j'ai une question à te poser vite fait. Et on commence par quoi ? Eh bien, on commence par cette étude scientifique. Vous voulez pas me balancer un sort à l'ancienne pour cette fois, hein? On verra pour la prochaine fois la science. Oh, Jamy ! Tu le sais forcément, non ? Ton grand-père est pas un scientifique ou un truc dans le genre ? Vue du Lab. N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Bien maintenant, laissez-moi, il faut que je médite sur ma découverte. Yes, science. Alors, lesquels d'entre vous sont prêts à se frotter aux sciences ? Vue du Lab. Allez, on fonce tout chousse vers l'objectif 2030. C'est la deadline fixée par la NASA pour qu'on atteigne Mars. Et forcément, le monde entier s'agite. Mais le fait est qu'il n'y a pas que Mars qu'on devrait visiter. Donc, je vous propose qu'on fasse tous les quatre ensemble un petit point sur les projets à venir.
Première partie, premier point, avant même d'aller sur la Lune ou sur Mars, on pourra bientôt visiter l'espace. Pour ça, il faudrait prendre des fusées ou des avions surpuissants. Quels sont les projets un peu de voyage dans l'espace qu'on nous promet? Je sais que Elon Musk est sur le coup, Richard Branson aussi qui a monté Virgin. Anaïs, est-ce que vous pourriez nous parler de ça un peu? Oui, donc en effet, il y a notamment, comme vous disiez, Richard Branson avec sa compagnie Virgin Galactic et son sorte d'avion fusée Spaceship 2, il me semble. On parlait du premier trimestre 2021 là, pour les premiers vols spatiaux touristiques. Que pour l'instant, il n'y a aucune date d'arrêté. On sait qu'il y a à peu près 600 billets réservés pour la modique somme d'un peu plus de 200 000 euros. Donc voilà, le tourisme va pas être accessible. Ce tourisme-là va pas être accessible à tout le monde, c'est certain. SpaceX, bien évidemment, hein, lui, on ne le présente plus. Elon Musk, il est vraiment en train de révolutionner en quelque sorte cette astronautique. Bon, bien sûr, dès qu'on pense à Elon Musk, on pense à ses fusées réutilisables. Il faut savoir que grâce à lui, les États-Unis d'Amérique ont, comment on pourrait dire, retrouvé leur indépendance pour aller dans l'ISS. Avant, c'était... Donc ISS, pour reposer les choses un peu, c'est ce dont je parlais dans l'introduction. Ouais. C'est une sorte d'appartement qui a été créé dans l'espace, un laboratoire de recherche en réalité. C'est qu'on parle plutôt de laboratoire de l'espace, en effet. Il faut imaginer que c'est une sorte de... une structure qui fait à peu près la taille d'un terrain de foot, donc quelque chose d'assez imposant. Donc c'est le plus grand satellite artificiel de la Terre à l'heure actuelle. Donc il tourne autour de la Terre, voilà, il est à peu près à 400 km d'altitude. C'est dans cette station spatiale qu'on envoie notamment les astronautes actuels. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez des 600 personnes qui ont pris leur billet, entre guillemets. Comment c'est possible? On tape ticket pour aller sur la Lune. J'imagine qu'on ne doit pas trouver le lien directement sur Internet. Il faut peut-être avoir quelques connaissances. Mais oui, j'imagine que c'est sûrement, ça fait partie de leur communication. C'est quand même des astronautes qui partent Pas nécessairement, non. C'est vrai que, notamment là, on en parle actuellement. Il y a une nouvelle compagnie, l'Axiom Space, qui va, en janvier 2022, envoyer la première mission entièrement privée, en partenariat avec SpaceX. Donc, c'est-à-dire que c'est 4 membres d'équipage qui ne feront partie d'aucune agence spatiale. Donc ça, c'est nouveau. Alors, il y a déjà eu du tourisme spatial, mais pas d'équipage 100% privé. Justement, pour bien comprendre, Marc-Alexandre, imaginons que j'ai 200 000 euros, hein, parce que forcément, j'ai ça sur mon PEL. Si je prends mon billet, concrètement, qu'est-ce que je vais vivre en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, pour le billet à 200 000 euros, en gros, c'est vous amenez de l'argent et on vous promet que dans les prochains mois, années, peut-être, si Virgin Galactic y parvient, ils vous emmèneront faire ce qu'on appelle un saut de puce. C'est-à-dire, c'est s'envoler, monter juste au-dessus de l'atmosphère, observer l'espace, observer la courbure de la Terre et puis redescendre sur Terre. On quitte là, on est en apesanteur, ça se passe comment? Oui, on est en apesanteur pendant quelques minutes. Ah oui, c'est très rapide. Oui, c'est très rapide. Ça va aller-retour. 200 000 euros pour ça. Ouais. Alors après, si vous voulez par contre aller à bord de la Station spatiale internationale, donc par le passé, il y a eu des fois déjà des milliardaires. Alors généralement, ils avaient été associés à des missions, c'est-à-dire qu'on avait prévu d'envoyer des astronautes, il restait une place et donc on mettait un milliardaire qui, sous prétexte de faire de la communication, souvent pour dire que c'était pour protéger la nature ou pour faire de la com autour de ça, souvent en se faisant un peu passer quand même pour des philanthropes et pas pour dire non, c'est pas juste un petit plaisir égoïste, partait dans l'espace. Et là, effectivement, pour la première fois, il y a une compagnie en partenariat avec SpaceX. Ils vont envoyer une mission avec 4 personnes. Il y en a un, c'est un ancien astronaute, et les 3 autres, ce sont des milliardaires. Et là, par contre, donc là, ils vont pouvoir séjourner pendant 8 jours. Une semaine, une bonne semaine dans l'espace, à bord de la Station spatiale internationale. Par contre, là, c'est pas 200 000 euros.
C'est combien? 55 millions. Ouais. 55. Donc, chers 55 auditeurs et chères auditrices, avec Juliette, on voudrait aller dans l'ISS, donc on va ouvrir une cagnotte litchi. C'est bientôt notre anniversaire en plus. Donc, s'il vous plaît, participez. Donc, si je comprends bien, on va pouvoir très bientôt quand même un peu visiter l'espace. Alors, pas l'espace lointain, mais en gros, être juste au-dessus de l'atmosphère terrienne et faire une petite balade comme on ferait une balade dans le golfe du Morbihan ou en mer. Voilà. Disons que ce qui était réservé vraiment qu'aux astronautes, vraiment à l'élite, maintenant, on sent que sans doute la NASA a besoin l'Agence spatiale américaine a besoin de fonds, que la Station spatiale internationale, ils trouvent sans doute moins d'intérêt scientifique, ils se lancent sur d'autres projets, et donc voilà, ils vont chercher des moyens comme ça financiers en proposant à de riches personnes c'est vrai que ça va même aller plus loin parce que Axiom Space notamment, ils ont prévu en 2024 de rajouter un module à la station spatiale, donc notamment pour leurs futurs on va dire touristes de l'espace, mais également pour des entreprises par exemple pharmaceutiques ou agroalimentaires qui souhaiteraient réaliser des expériences qui sont impossibles à réaliser sur Terre. Donc là ça prend une autre dimension, très clairement ça leur donnerait une longueur d'avance sur la concurrence. Quelles expériences par exemple? Des expériences qui sont faites en apesanteur, des choses qu'on ne peut pas reproduire sur Terre, du fait des conditions. Donc l'ISS, c'est du coup un laboratoire de recherche dans l'espace qui a été construit en partenariat avec toutes les agences, si je ne me trompe pas. À la base, c'était les Russes. C'était d'abord les Russes, les Américains, oui, c'est ça? Oui. C'était à la fin de la guerre froide. Quand ces deux grosses, les deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, se sont longtemps affrontés. Quand il y a eu la période de la détente dans les années 90, quand les relations se sont améliorées entre les Russes et les Américains, ils ont effectivement décidé de collaborer. Il y avait d'abord les Russes, l'Union soviétique, les premiers, ils avaient mis une station spatiale. La station Mir. La fameuse. La station Mir. Ils ont accepté que des Américains puissent venir travailler avec eux sur la station Mir. Donc ils avaient adapté la station Mir pour que les navettes spatiales américaines, ces espèces de gros avions qui étaient réutilisables, puissent accoster. Donc voilà, c'était un beau symbole en fait de voir la station spatiale russe avec un des symboles forts de l'Amérique, qui était la navette spatiale américaine, accrochée l'un à l'autre. Et donc voilà, ils ont commencé comme ça à collaborer. Il y a eu après des spationautes européens, il y a eu des Français qui ont été travailler sur Mir aussi. Et puis après, quand elle a commencé à devenir pareil, trop vieille, complètement désuète, est née l'idée cette fois de concevoir une station spatiale internationale pour faire de la recherche. Et puis c'était une idée en se disant que si on fait travailler les pays ensemble, ça évitera qu'ils aient envie de se taper dessus sous forme de guerre nucléaire, parce que c'était le programme de l'époque. Et c'est très très intéressant parce que justement, on a l'impression quand on regarde l'espace, on peut un peu aussi se rendre compte de ce qui se passe sur la Terre, notamment d'un point de vue géopolitique. Là, vous venez de nous expliquer qu'il y avait une tentative en tout cas de collaboration internationale. On a pourtant l'impression qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une forme de retour en arrière, dans le sens où on voit une forme d'indépendance des structures qui sont en train d'être construites dans l'espace. Et je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. C'est celui du CSS, donc du palais céleste de l'agence spatiale chinoise. Est-ce que là, du coup, on n'observe pas au final, juste au-dessus de notre tête, un travail qui est de moins en moins international, et est-ce qu'on peut imaginer demain avoir plusieurs stations spatiales qui ne seraient plus internationales pour le coup, mais des stations spatiales nationales où chaque pays en fait aurait son petit appart pour faire ses petites affaires? Alors là, en l'occurrence pour la Tiangong, la station spatiale chinoise, ils parlent de l'ouvrir. Comme est ouverte la Station spatiale internationale aujourd'hui à différentes agences spatiales. La différence qu'en effet, c'est eux qui vont maîtriser la construction. Sur 2 ans, je crois qu'ils prévoient 11 lancements pour la construire. Elle sera nettement plus petite que la Station spatiale internationale. C'est à peu près 3 modules qui vont être assemblés. Donc pareil, envoyé par fusée et assemblé dans l'espace. Exactement, C'est quand même pas simple à faire. C'est sûr. Là, eux prévoient de faire ça en 2 ans. Là où la Station spatiale internationale, ça a duré plus de 10 ans. Oui, 2 ans, c'est rapide. C'est rapide. Oui, les Chinois, quand ils veulent un truc, ils y vont. C'est vrai au début, la Chine avait voulu participer à la Station spatiale internationale, mais au début, il n'avait aucun programme spatial. Et donc la communauté internationale et puis les grands pays qui font de la recherche spatiale leur avaient un peu rayonné, en disant
vous savez rien faire, non, vous n'allez pas venir avec nous, quoi. Faites déjà, essayez de faire quelque chose, essayez de faire une fusée, puis après on verra, quoi. Et je sais pas, ça les a un peu vexés, mais en tout cas, ils s'y sont mis grandement, et puis en fait, maintenant, effectivement, ils sont un peu en mode, on va montrer à tout le monde ce dont on est capable, et qu'on est capable de faire ça tout seul, et qu'on a besoin de personne. Ils l'ont déjà fait 2 fois, il y a déjà eu 2 stations spatiales chinoises, donc plus petites, c'était un module à chaque fois, qui ont été détruites, hein. Et donc en effet, là, cette station spatiale devrait prendre le relais. Alors après, il est aussi question que la station spatiale internationale, aujourd'hui, arrive un jour à terme, on va dire. Il parlait de 2024, passer un temps. Sa durée de vie régulièrement est prolongée, notamment grâce à des projets comme Axiom, qui à mon avis à chaque fois réinjectent un peu de finances. Très clairement, les agences spatiales, que ce soit l'ESA, la NASA, pour eux c'est... Donc l'ESA, l'agence spatiale européenne, la NASA, l'agence spatiale américaine. La NASA pour les Américains, Roscosmos pour la Russie, JAXA pour le Japon, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'à terme, vont peut-être se désengager de ce programme pour privilégier les programmes privés, justement. On voit que régulièrement, évidemment, comme partout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc soit des fois, il peut y avoir une volonté politique forte, comme là en Chine, de se dire on veut se démarquer, on veut montrer à tout le monde de quoi on est capable. D'où le nom palais, justement. Oui. C'est vraiment pour... Mais il y a aussi, on voit quand il y a des fois des crises économiques ou autres, qu'il y a des budgets qui se réduisent. Des fois, ça peut aussi inciter les pays à collaborer, à se dire si on veut envoyer une nouvelle sonde spatiale, en fait, on va pas forcément avoir les moyens financiers tout seul. Donc, on peut avoir intérêt à s'associer les uns avec les autres. C'est le cas pour la plupart des projets aujourd'hui. Hein. C'est rarement une agence spatiale qui envoie, par exemple, un robot. C'est une collaboration. Alors, c'est une agence spatiale qui porte le projet, et ensuite toutes les agences autour. D'où le fait d'ailleurs qu'on ait de l'implication de plus en plus d'entreprises privées. Vous nous parliez à l'instant de l'efficacité de l'agence spatiale chinoise. Elle est tellement efficace qu'elle a réussi notamment à visiter la face cachée de la Lune grâce à des sondes robotisées, là pour le coup. Et justement, le deuxième point que je voulais qu'on aborde, c'est que on va très bientôt du coup être des visiteurs de l'espace très proche, on va dire, de la Terre. Mais il y a un deuxième objectif, c'est ce qu'on appelle le 8e continent, c'est-à-dire la Lune. Pareil, bataille géopolitique sur place, et là il y a du beau monde. Il y a donc les USA qui ont eu la géniale idée d'envoyer des femmes sur la Lune, puisque jusqu'ici, il n'y a que des astronautes hommes qui y sont allés. Mais il y a aussi la Russie, la Chine, l'Inde, Israël, le Japon qui sont sur le coup. Ma question est très simple. Quel est l'intérêt, en fait, d'aller sur la Lune ? Pourquoi ne pas y envoyer tout simplement des robots ? Il y a plusieurs motivations, je pense. Déjà, envoyer des hommes, ce serait tout simplement pour faire ce que des robots ne sont pas capables de faire aujourd'hui. Ça, il y a aussi un côté très symbolique, finalement, en effet. Donc, déjà de retourner sur la Lune. Il faut savoir que la dernière fois qu'un homme a posé les pieds sur la Lune, c'était en décembre 1972, avec la mission Apollo 11. Donc avec Apollo 17, pardon, donc ça fait un moment. Donc voilà, ce côté symbolique aussi de se dire qu'on retourne sur la Lune et en plus qu'on envoie pour la première fois une femme. Voilà. Après l'exploration aussi, tout simplement. C'est vrai qu'on a encore plein de choses à apprendre sur la Lune, même si c'est notre voisine en quelque sorte. Elle reste encore beaucoup d'inconnus. Ouais. D'un point de vue géopolitique, c'est vrai aussi que jusqu'à présent, les Américains étaient les seuls à l'avoir fait. Et maintenant, ce qui les avait motivés dans les années 60, c'était la guerre froide avec la Russie. Les Russes avaient été les premiers, l'URSS, les Soviétiques, les premiers à envoyer un satellite en orbite autour de la Terre, les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, les premiers à envoyer un être humain dans l'espace, les premiers à faire une sortie extravéhiculaire, faire sortir un astronaute de son vaisseau dans l'espace. Ils étaient tout le temps les premiers. Donc ça avait vexé les Américains qui s'étaient lancés dans ce grand défi qu'ont été les missions spatiales Apollo, d'envoyer pour la première fois un être humain marcher sur la Lune. Donc en fait le rapport de l'être humain à l'espace, c'est de montrer celui qui a la plus grosse, en gros, c'est ça ? C'est un peu ça fait partie c'est une source de motivation. Je pense. Oui, bon. Après on est loin aussi aujourd'hui de ce contexte. Il faut espérer que tout ce qui est guerre froide et tout, c'est quand même derrière nous. Bon, moi je veux quand même un peu espérer que on ait d'autres motivations aujourd'hui. Là, c'est vrai que moi j'ai l'impression que là ce qui remotive les Américains, c'est le fait que la Chine veuille aller sur la Lune, et du coup ça remotive les Américains à se dire non mais nous aussi du coup on va y retourner.
Oui, puis il y a la différence de la NASA, donc l'agence spatiale américaine, c'est que l'agence spatiale chinoise ne communique pas ou très peu. Donc finalement, on a un peu du mal à voir où ils en sont. Ce serait pas surprenant qu'ils disent que nous, en 2023, on va envoyer des taïkonautes sur la Lune. Donc, bon... Oui, d'ailleurs, c'est la particularité, c'est que chaque pays a une dénomination particulière pour ces individus qui vont dans l'espace. On a donc les astronautes voilà, pour qui les sont américains, les ouais. cosmonautes qui sont russes, les taïkonautes qui sont japonais. Est-ce qu'on a d'autres européens spationautes, c'est européen, d'accord. Spationautes, oui, c'est pour l'agence spatiale européenne. Et donc quand on est breton et qu'on va dans l'espace, on est un brésonaute. Je sais pas s'il y a eu des bretons dans l'espace. Et avant de poursuivre cette émission ensemble, et parce que là, on va de plus en plus loin dans l'espace, j'ai suivi un peu l'actu, j'ai cru comprendre qu'on irait bientôt sur Mars. Et donc on va voir avec Juliette notamment que c'est bien de vouloir aller sur Mars, mais comment le corps humain survit à tout ça? On va voir qu'il y a tout un enjeu. Mais avant de poursuivre cette discussion passionnante avec nos invités, je vous propose, chères auditrices et chers auditeurs, de monter à bord du vaisseau spatial du rappeur irlandais Reggie Snow. Son flot entraînant devrait vous permettre de vivre un agréable voyage, donc détachez vos ceintures, libérez vos tympans et laissez-vous aller. On se retrouve juste après le morceau Spaceships. C'était Spaceship et l'univers envoûtant de Reggie Snow sur les ondes de Syllab. Vous êtes dans l'émission de décryptage scientifique Vue du Lab, spéciale Conquête spatiale. Nous avons la joie d'être accompagnés d'Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin, tous les deux médiateurs au Planétarium de Rennes. On enchaîne avec la suite de l'émission. Vue du Lab. Alors on parlait juste avant de la douce musique de Reggie Snow de la Lune, et pendant la pause musicale vous m'avez parlé du projet Artemis. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? C'est, on va dire, le gros projet lunaire américain. On en parlait tout à l'heure, et notamment celui qui devrait amener des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2024. C'est une date qui a été fixée comme ça. Par expérience, on voit que généralement ces dates ont du mal à être respectées. Savoir que là, pour aller sur la Lune, il faudra une fusée, la SLS, qui est en cours de construction, une capsule. Donc tout ça, ça ralentit aussi la démarche, forcément. En gros, ils ont fait une annonce, mais concrètement, rien n'est prêt, si je comprends bien. C'est à peu près ça. Ce sont des gros coups d'annonce, c'est sûr. Il faut donner une date pour demander un budget. Ouais. Il faut demander un budget au Sénat américain et aux contribuables. Il va nous falloir tant d'argent pour pouvoir faire ça à cette date-là, quoi. Après, des fois, il faut demander une rallonge. On n'a pas eu le temps de finir. Voilà. Oui, donc Artemis, ça va être d'abord une station spatiale en orbite autour de la Lune. Et à terme, en collaboration avec d'autres agences spatiales, un village lunaire, donc une sorte de base permanente sur la Lune. Et la Lune deviendrait en quelque sorte une sorte de terrain d'entraînement pour aller plus loin. D'ailleurs, la station spatiale, ils ont choisi de la nommer Gateway. Donc le portail, la passerelle. Donc c'est bien dans l'idée de... c'est une étape pour ensuite, éventuellement... avoir une station spatiale autour d'une autre planète, autour de Mars. Notamment autour de Mars, mais c'est vrai que la marche à franchir entre la Lune et Mars reste quand même immense. Pour l'instant. Justement, si je comprends bien, le programme de nos amis de l'Agence spatiale américaine, 2024, on est censé donc avoir Artemis qui serait une base qui serait en gros... en gravitation autour de la Lune, c'est ça ? Qui servirait donc de base de lancement pour, si je ne me trompe pas, l'objectif 2033 de taper Mars. On en est où de ce projet-là aussi ? Parce qu'on sent que politiquement, il y a un grand enjeu du côté des États-Unis. Alors moi, j'ai plus a priori fin 2030 quand même. Ils sont passés de 2033 à fin 2030. À mon avis, c'est que le début, parce que on attend déjà de voir quand est-ce qu'on se retournera sur la Lune avant de pouvoir fixer une date pour aller vers Mars. Là, pareil, il y a notamment SpaceX qui travaille sur un lanceur géant qui permettrait, pourquoi pas, l'exploration, une très grosse fusée qui ferait au maximum 120 mètres. Donc, pour l'instant, le record est retenu par la fusée Saturne V, la fusée lunaire du programme Apollo. Donc voilà, une puissance encore plus grosse, encore plus puissante, pour pouvoir aller encore plus loin. Mais bon, ça aussi... On parlait de date, de perspective 2030-2033. Est-ce que la crise du Covid a modifié les projets à ce niveau-là ou du tout ?
Ça a dû prendre un peu de retard, mais... C'est-à-dire que la conquête de l'exploration vers Mars, mais je préfère parler d'exploration que de conquête. Il faut savoir que à la fin, dans les années 60 déjà, une fois qu'il y a eu Apollo 11, donc les premiers hommes qui ont marché sur la Lune, il y a eu Apollo 12, ils sont retournés. Déjà, bon, les gens s'y sont moins intéressés. Alors que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, mais on l'a déjà fait. Ah oui. Apollo 13, au moment où ils sont partis, il y avait une émission en direct qui était prévue à bord du vaisseau pendant les 3 jours où ils partaient. Il y avait une émission en direct. Ils n'ont pas osé le dire aux astronautes pour ne pas leur flinguer le moral, donc ils ont enregistré l'émission, mais en réalité, ils ne l'ont pas diffusée. Parce qu'il y avait un match de baseball au même moment et qu'ils se sont dit, en fait, le public, il préfère regarder le baseball que regarder les astronautes. Les gens, en fait, étaient déjà blasés. En fait, ils disaient, ouais, c'est bon, on l'a déjà fait. Pour vous, faut avancer, quoi. Il y a un désintérêt. Il y a eu un désintérêt peut-être du grand public pour l'espace. C'est-à-dire que très vite, les gens se sont dit, oui, maintenant, faut aller sur Mars, quoi. Et donc déjà, dans ces années-là, on se disait, bon, allez. De courant années 70, allez, bon, Mars, c'est quand même un peu dur dans les années 80. En 1980, on sera sur Mars. Puis arrivé dans les années 80, il dit bon, dans les années 90, on sera sur Mars. Puis dans les années 2000, ça va être l'an 2000, le 21e siècle, c'est sûr, on va être sur Mars. Bon, on est en 2021, on en est très loin. Résultat, là, on se dit que d'abord, en fait, il faudrait d'abord commencer par retourner sur la Lune. Parce qu'en plus, il faut savoir que tous les ingénieurs qui ont travaillé à ces projets-là, tout ça, ils ont disparu. Donc en fait, il y a tout un savoir-faire qui s'est perdu sur aller vers d'autres astres et tout ça. Donc en fait, on est obligé de repasser par toutes les étapes d'entraînement, etc., par tous les essais, toutes les expériences. Donc on sait qu'on va être obligé, avant d'aller sur Mars, de retourner d'abord sur la Lune. Parce que tout ce savoir-faire n'a pas été enseigné au nouveau... Non, ça se perd. Ça se perd, ça s'oublie. Il y a une partie des données qui ont été perdues parce que... Mais comment c'est possible ? Et parce qu'à l'époque, on se disait, mais de toute façon, ça sert à rien. En fait, on va rapidement passer à autre chose. On va avoir des nouvelles technologies, tout ça. En fait, il n'y a eu que l'iPhone depuis, donc on est en galère. On se rend compte que finalement, il y a eu rapidement les fusées, comme ça coûtait très cher. L'agence spatiale américaine avait eu l'idée d'essayer de concevoir un mix entre une fusée. Ça partait comme une fusée, mais ça pouvait redescendre sur Terre comme un avion. C'est la navette spatiale américaine. Donc voilà, ils se disaient les fusées, c'est du passé, quoi. Pour envoyer des hommes, on utilisera ça maintenant, ou voir d'autres nouveaux vaisseaux. Finalement, on s'est rendu compte que c'était dangereux, il y a eu des accidents. Donc ils sont revenus aux fusées. D'ailleurs, depuis peu, avec SpaceX, les Américains peuvent retourner par eux-mêmes dans l'espace. Mais là, depuis des années, depuis 10 ans, le seul moyen pour les astronautes américains d'aller dans la Station spatiale internationale, c'est d'aller à Baïkonour, d'utiliser des fusées Soyouz russes, effectivement. Et encore une fois, on termine encore une fois sur des enjeux géopolitiques. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on s'attendait à faire une émission de science, et on parle plus de géopolitique que de science. Il y a quand même une petite question que je voudrais poser avant qu'on discute de qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous si on prend un ticket pour l'espace. C'est quand même, quel est l'intérêt pour l'être humain, encore une fois, d'aller sur Mars ? Pourquoi en fait ? Pourquoi aller sur Mars ? Pourquoi encore une fois ne pas y envoyer des sondes ? Je sais que c'est à la mode d'y envoyer ce qu'on appelle des rovers, donc des petits robots aux capacités fascinantes. Encore une fois, il y a beaucoup de pays qui sont sur le coup, soit en partenariat, soit de façon solitaire. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller sur Mars dans 10 ans ? Un peu les mêmes que d'aller sur la Lune. Toujours dans cette idée d'exploration, de mieux comprendre le système planétaire, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux économiques en réalité, des enjeux de ressources, des enjeux de... J'ai vu par exemple qu'il y a déjà des sortes de décrets en fait qui ont été placés pour dire que les ressources disponibles aussi bien sur la Lune que sur Mars étaient la propriété de ceux qui les récupéreraient en arrivant. C'est vrai qu'il n'y a pas de législation très claire, c'est ça qui permet aussi ce genre de travers, je pense. Théoriquement, il y a un traité de l'espace qui dit que ce qui est dans l'espace est à tout le monde et qu'on ne peut pas s'y approprier. Après, dans les faits, on imagine bien que si un pays décide d'aller poser une usine là-bas, il ira se servir. Il y a une ressource, mais dont on n'est pas sûr, en fait, qui est l'hélium. On pense qu'il pourrait y en avoir en quantité
sur la Lune. On n'en est pas sûr. Et l'idée derrière, c'est que avec l'hélium, peut-être qu'on pourrait réussir à faire de la fusion nucléaire, hein, qui serait une source d'énergie importante, théoriquement non polluante, contrairement à la fission nucléaire. Comme on casse, il y a des déchets. Hein. Là, avec de la fission, hein, du coup, il n'y aurait pas de déchets. Hein. Voilà. Mais sauf qu'on ne maîtrise pas la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au cœur des étoiles. Hein. C'est ce qui permet aux étoiles de faire de l'énergie, voilà, au cœur du Soleil. Mais sauf que ça, on ne sait pas le faire. Et du coup, il faudrait, par exemple, de l'hélium en grande quantité. Donc, on n'en a pas sur Terre. Peut-être qu'il y en a sur la Lune, mais on ne sait pas non plus. Ouais, pour en revenir rapidement sur pourquoi aller sur Mars, on parlait tout à l'heure d'Elon Musk avec SpaceX. Lui, clairement, il nous voit comme une espèce multiplanétaire. Hein. Voilà, il voit un peu le Mars comme un plan B, en quelque sorte. D'un point de vue personnel, quand on voit ce qu'on fait de la Terre, je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une très bonne idée d'aller reproduire ça sur Mars. Les ressources, oui, mais encadrer comment voilà, ça ouvrirait la porte à plein d'abus, je pense, et sûrement peut-être des guerres martiennes, ou j'en sais rien. Mais ouais, oui, puis alors l'argument pseudo-écologie qui consisterait à dire la Terre, on l'a tellement pourrie que maintenant on va aller sur une autre planète. Ça tient pas en fait, parce que sur Mars, il y a rien. Il n'y a pas d'eau. Donc ça veut dire que l'eau, en fait, il faudrait prendre l'eau de la Terre pour l'envoyer là-bas. Sachant qu'elle est bien polluée ici, elle sera bien pareil là-bas. Il n'y a pas de source d'énergie là-bas, donc il faudrait tout emmener. Enfin, au final, ça dépenserait une énergie considérable pour emmener des choses qu'on a déjà sur Terre, les emmener ailleurs. Ça n'a juste aucun sens. Le plus simple, c'est en fait de protéger la seule planète qu'on ait, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, imaginons que moi, au final, je trouve que la planète, elle est foutue. J'ai vraiment très envie de prendre mon ticket pour partir dans l'espace. Comment ça pourrait se passer ? Parce que du coup, là, si je comprends bien, on va très bientôt pouvoir aller soit encore une fois dans la haute atmosphère, soit sur la Lune, soit sur Mars. Juliette, j'ai cru comprendre que ce ne serait pas forcément sans conséquence. Voilà, quelle préparation ? Parce qu'on se doute que le corps humain n'est pas du tout adapté à l'espace, à l'univers. Alors quelle préparation ? Et je vais rajouter une double question. Même si j'ai la réponse sans doute, la préparation n'est pas la même quand on part 8 jours pour du tourisme spatial ou plusieurs années en mission. Alors comment ça se passe ? Alors déjà, il faut savoir que c'est vrai que l'homme n'est pas fait vraiment pour vivre ailleurs que sur Terre. Donc en effet, si on n'est pas préparé, si on n'est pas entraîné, aujourd'hui, les astronautes qui partent dans la Station spatiale internationale, par exemple, ont des années d'entraînement, que ce soit physique, bien sûr, technique aussi. Il faut apprendre à être capable de réaliser toutes les expériences qui vont être menées dans la Station spatiale, des stages de survie, si jamais ça se passe mal. Ouais, parce qu'en cas de pépin, il n'y a rien ni personne. Quoi, si vous avez une carie là-haut, il faut que quelqu'un soit capable de vous la soigner. Si vous ouvrez, il faut que quelqu'un soit capable de vous recoudre. Donc oui, bien sûr, on ne part pas comme ça. On ne se dit pas, tiens, allez, demain, je vais faire un tour sur la Lune. Non, ça s'anticipe sur des années. Hein. Je crois qu'ils sont presque à 10 ans d'entraînement pour ces astronautes qui vont dans la station spatiale. Donc voilà, ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Par exemple, là, pour la station spatiale chinoise, ils sont en cours de sélection de taïkonautes, en vue d'une utilisation de la station dans des années. Donc, Et pour partir simplement 8 jours, par exemple, si j'avais l'argent suffisant, parce que moi, jeune fille de 20 ans, je pourrais partir dans l'espace pour un vol suborbital, j'imagine que oui. Il y a des tests médicaux. Et puis, en fait, ils partent surtout du principe que vous serez très bien encadré. En fait, que vous n'auriez... c'est pas vous qui allez piloter le vaisseau, c'est pas vous qui allez soigner les autres, on s'occupera de vous, quoi. En vrai touriste. Mais tant que Juliette est riche, c'est bon, en fait. C'est ça, voilà. Je suis vraiment blindée, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, au niveau, une fois que on est dans l'espace, quelle hygiène de vie comment se nourrissent les astronautes, comment est-ce qu'ils s'hydratent, est-ce qu'il y a un régime alimentaire spécifique à avoir pour éviter d'être carencé? Comment ils font pipi? Ça, on me pose souvent la question. C'est toujours une question qui revient. D'ailleurs, il faut savoir que dans les années 60 ou même 50, les premiers hommes qu'on envoyait dans l'espace, à l'époque, on ne savait pas faire pour les missions Apollo, de faire des toilettes spatiales ou ce genre de choses. Du coup, ils avaient trouvé la solution qui était la solution la plus simple, qui était...
Les couches. Oui, c'est ça. Ah ouais. Utiliser des couches, ouais. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de couches. Donc, oui, ils ont des toilettes avec des sangles pour se tenir, avec des cale-pieds pour pas flotter au-dessus des toilettes. Oui, parce qu'il n'y a pas de gravité. Ah oui, à coup, bord de la flotte. station spatiale. Mais, alors d'ailleurs, même question pratico-pratique, hein, quand on fait pipi, s'il n'y a pas de gravité, il y a quand même un risque à se faire pipi dessus. Donc il y a un système d'aspiration. Ça aspire, ouais. C'est ça, il y a un petit système d'aspiration, ouais. Et d'ailleurs Thomas Pesquet, quand il a été lors de son voyage, juste quand il venait d'arriver, les toilettes sont tombées en panne. Donc et c'est lui du coup qui a dû les réparer. Il s'est dit que c'était un peu peut-être son bizutage. Mais Je crois qu'il y a eu un appel à projet, non ça fait sourire, mais aussi oui. c'est vital quoi, Oui, de faire pipi. Voilà. Je crois que justement, ils ont mis des universitaires sur le coup pour imaginer de nouveaux toilettes, voilà, qui serait peut-être plus pratique. Et du coup, pour la partie alimentation ouais. Ils ont une alimentation assez similaire, si ce n'est que tout est déshydraté. Déshydraté, lyophilisé. Je pense, j'en ai pas la certitude, j'imagine qu'ils doivent prendre peut-être de la vitamine D par exemple, parce que forcément ils sont pas de lumière. Voilà, pas de lumière. Et alors on sait que le corps humain s'abîme beaucoup dans l'espace, même à bord de la Station spatiale internationale, alors que ça n'est que à 400 km d'altitude. Donc par exemple, ils sont toujours protégés par le champ magnétique terrestre. Ils sont protégés par l'atmosphère. Un petit peu moins. En fait, ils sont au-dessus de l'atmosphère, mais il y a le bouclier magnétique qui entoure notre planète. Les protège un petit peu moins que quand on est sur Terre, mais les protège encore pour l'essentiel des éruptions solaires, des vents solaires qui envoient des très très fortes radiations. Et malgré ça, ils ont des gros problèmes. Il y a notamment des gros problèmes. Alors, ils ont une grosse perte musculaire. Oui, on voit qu'ils font beaucoup de sport. Ils font au moins 2 heures de sport. Ouais. Comme il n'y a pas de gravité, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts avec leurs muscles. En fait, ça, tout est très simple. En fait, on s'en rend pas compte, facile. mais au quotidien, juste le fait de marcher, de se lever pour aller dans la cuisine, tout ça, en fait, on fait du sport en permanence pour se tenir droit. Et donc là, comme il y a besoin de rien, effectivement, tout se ramollit. Donc quand les astronautes reviennent sur Terre, il y a du personnel médical qui est là pour les accueillir, pour les récupérer. Ils peuvent pas marcher, donc ils sont portés généralement. Donc ça fait partie effectivement des problèmes, parce que si on va un jour sur Mars, il n'y aura personne sur place pour nous accueillir, pour nous aider à marcher. Il faudra un coach de sport à minima, du coup, pour être sûr de maintenir. shape dans le vaisseau spatial. Du coup, c'est évidemment des équipes qui partent à chaque fois. Ils sont plusieurs et les missions spatiales sont très longues. Hein. Vous me corrigez si je me trompe, mais pour aller sur Mars, c'est 3 ans. Alors, ouais, 2 ans minimum. Ça serait 6 mois pour y aller, 6 mois pour revenir. Et voilà, en effet, rester, peut-être même 3 ans, le temps que tous les 2 ans, pour que. Donc 3 ans. Donc 3 ans, c'est beaucoup. L'une des grosses difficultés, il y a une marche importante entre aller sur la Lune et aller sur Mars. C'est que l'une des très grosses différences, c'est que la Lune tourne autour de la Terre. Donc la distance de la Terre à la Lune, elle est à peu de choses près tout le temps la même. Alors que la Terre et Mars tournent toutes les deux autour du Soleil, pas à la même vitesse, ce qui fait que la Terre fait sa révolution en 1 année, beaucoup plus vite que Mars qui, elle, va mettre 2 ans. Donc petit à petit, les 2 planètes s'éloignent l'une de l'autre, et puis ça ne sera qu'au bout de 2 ans, un peu plus de 2 ans, que de nouveau elles seront assez proches l'une de l'autre. Dans tous les cas, les missions, ce à quoi je veux en venir, c'est que c'est très long. Donc, il faut quand même relativement bien s'entendre avec le reste de l'équipage. Comment le groupe est choisi ? Parce que du coup, il faut vraiment prendre ça en compte, le fait que déjà arriver à vivre enfermé et en plus avec d'autres personnes. D'autant plus en cette période de confinement, dans cette période où on a vécu des confinements. Si jamais des personnes écoutaient cette émission dans 20 ans, sachez que dans les années 2020, la France a été confinée. Et c'est déjà pas facile d'être confiné dans un appartement pendant quelques semaines. Comment ça se passe, comme le disait Juliette, quand on est confiné pendant des années, quoi. Oui, déjà tout leur entraînement est fait en groupe, déjà sur Terre, donc je pense que ça participe bien sûr à la cohésion. Et j'imagine que si un membre du groupe qui va peut-être pas avec les autres, on ouvre la fenêtre. Voilà. Par-dessus bord, ça dégage. Non, oui, c'est ce côté psychologique, c'est très important. Il y a un enjeu de casting qui est important. Oui, donc il y a des réflexions qui sont menées, ils n'ont pas encore trouvé forcément la bonne solution. Il y a ceux qui se disent qu'il vaudrait mieux
un équipage mixte, par exemple, pour équilibrer. D'autres qui se disent ah ouais, mais non, parce qu'il risque d'y avoir peut-être un peu plus que de l'amitié qui se crée. Donc l'amour dans l'espace est interdit. Donc ça pourrait on peut récupérer des ressources sur Mars, mais on peut pas s'aimer. On va tomber amoureux. Eh ben, bravo. Il y a eu des entraînements sur Terre. Ils ont enfermé des gens dans des capsules pendant 1 an, justement en prévision. Pendant peut-être 500 jours, oui. C'était l'idée d'un aller-retour. Presque 2 ans, justement, pour préparer et étudier justement tout ce côté, notamment psychologique, d'un enfermement en silo avec toujours les mêmes personnes. Et il me semblerait que ça ne soit pas forcément très bien passé. Et bien justement, là, je vous propose qu'on oublie toutes ces idées de confinement et qu'on aille titiller les étoiles musicales avec Frances Forever. C'est une artiste spatiale qui devrait vous donner envie de plonger dans un trou noir rythmique. Donc on s'écoute direct Space Girl et on se retrouve très vite pour la dernière partie d'émission. C'était la douce Space Girl avec Frances Forever sur les ondes de Syllab. Vous êtes au bon endroit puisque vous écoutez l'émission de décryptage scientifique Vue du Lab, spéciale conquête spatiale. Et pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Géanin, tous les deux médiateurs scientifiques au Planétarium de Rennes. On enchaîne avec notre dernière partie d'émission, comment jouer les astronautes en restant sur Terre. Vue du Lab. Alors Juliette, tu nous as dégoté The Bon Plan pour avoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Allez, balance-nous ton bon plan. Et oui, si comme moi vous avez le physique pour partir dans l'espace mais pas le temps, ça arrive d'être débordé dans la vie, caler 3 ans de voyage spatial dans un agenda, c'est pas toujours facile. Donc si vous avez l'envie mais pas le temps, j'ai trouvé la solution. La Société d'astronomie de Rennes. Cette association existe depuis 1974 et compte plus d'une centaine d'adhérents. Et quoi de mieux pour comprendre une asso que d'interroger ses membres ? J'ai donc rencontré Guillaume Lefebvre, membre depuis 12 ans, et Laetitia Saune, membre depuis quelques mois. Ils nous en disent plus sur cette société d'astronomie. La Société d'astronomie de Rennes, c'est une association qui a pour vocation de faire découvrir le ciel et de partager justement cette découverte du ciel, l'astronomie, et puis tout ce qui tourne autour de l'astronomie pour le grand public, et puis de partager entre tous les membres de l'association. Voilà. En situation normale, nous avons des soirées publiques dans le cadre desquelles nous présentons nos activités, donc principalement les activités d'observation directe du ciel, où on observe avec des télescopes, avec des lunettes, on présente les différents instruments. Mais ça peut être aussi des activités de photo, d'astrophoto, de nightscape, c'est-à-dire de paysages nocturnes. Donc là, on prend un champ plus large, ainsi qu'un chemin solaire que nous faisons pour essayer de se rendre compte un petit peu des distances dans l'espace. Donc tout ce qui est vulgarisation aussi. Vous l'aurez compris, pas besoin d'enfiler votre combinaison spatiale A7L. Vous avez vu, j'ai bien bossé ma chronique quand même. Pas besoin de ça pour explorer le ciel. Parfois, une bonne paire de jumelles peut suffire. À partir du moment où il fait beau, et si on peut s'écarter un petit peu de la pollution lumineuse des grandes villes, on peut observer le ciel à l'œil nu, depuis son jardin, depuis son balcon. Puis après, on peut découvrir un peu plus avec une paire de jumelles, simplement une paire de jumelles, la tourner vers la Lune pour commencer, parce que c'est facile à repérer. Et puis après, on a plein de petites applications qui sont gratuites sur nos smartphones. Pour les applications mobiles, je vous conseille l'appli Skyview sur App Store. C'est une appli super simple d'utilisation et le résultat est vraiment impressionnant. Pour Android, vous pouvez tester Sky Safari. Évidemment, les applications pour comprendre le ciel, c'est bien, mais les assos, c'est mieux. On conseille, quoi qu'il arrive aux gens, de se tourner vers les associations, ne serait-ce que parce que l'astronomie, c'est quand même une discipline qui peut être assez vite, assez technique. Pour s'entraider, à se repérer, pour apprendre les uns des autres, c'est quand même le moyen le plus simple. Il faut savoir qu'en temps normal, l'observatoire accueille le grand public lors d'événements astronomiques, comme l'explique Guillaume. Alors à partir du moment où il y a un phénomène qui est déjà prévu, en général, on ouvre, nous, l'observatoire de la Couillère. On a un observatoire à la Couillère près de Janzé. Donc on l'ouvre en public en général quand il y a des événements astronomiques, que ce soit en journée ou la nuit, parce qu'il peut y avoir une éclipse solaire, c'est souvent la journée. Mais il y a 1 an et demi, il y a eu le transit de Mercure qui est passé devant le Soleil, donc il fallait des instruments spécifiques pour regarder passer la planète devant le Soleil. On avait ouvert le centre d'observation et puis du public est venu observer le passage de la petite Mercure devant le grand disque solaire. Donc voilà, on ouvre au public quand il y a des événements astronomiques. A noter qu'en temps normal, ces événements sont totalement gratuits et sans inscription. Même si l'observatoire a été contraint de fermer ses portes faute de Covid, l'association, elle, n'est pas à l'arrêt et il y en a pour tous les goûts. On a pas mal, on va dire, de petits groupes
dans l'association. Laetitia en a parlé tout à l'heure. Il y a l'astrophotographie, il y a la photographie de paysages nocturnes, il y a le groupe qui fait juste de l'observation visuelle, il y a un groupe sciences, etc. Il y a pas mal de groupes, il y a un peu le groupe planétarium également. Donc chacun peut faire partie de plusieurs groupes, c'est pas du tout fermé. Et ces groupes-là, effectivement, se retrouvent en visioconférence, en général une fois par mois. Pour en savoir plus sur cet asso ou pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à les contacter sur Facebook, Société d'astronomie de Rennes, ou sur leur site internet sarl-rennes.com. Alors Anaïs et Marc-Alexandre, on a entendu que Guillaume Lefebvre nous a parlé de leur planétarium. Donc vous aussi, vous possédez un tel lieu dans lequel nous avons la chance d'enregistrer aujourd'hui. Juste au-dessus de nos têtes. Juste au-dessus de nos têtes, oui, la vidéo sera super sympa. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bel outil de travail ? Oui, donc on a un planétarium en effet au-dessus de nos têtes. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus peut-être, il faut imaginer un dôme sous lequel on va être installé. Donc on a quasiment une centaine de places. Et sur ce dôme, donc nous, médiateurs, on va projeter des images, des vidéos, on va se promener dans l'espace, projeter un ciel étoilé, voilà, en fonction bien sûr du thème de la séance, on s'adapte. Et c'est super bien fait. Pour y être allé avec mes neveux notamment, quand on est posé dans les fauteuils, qui sont d'ailleurs très agréables. Un peu trop des fois. Oui, un peu trop. Tout le monde t'a entendu ronfler. Quand on est fatigué, j'avoue, il y a un petit truc. Non, mais c'est vrai quand on lève les yeux vers le toit, on a l'impression vraiment d'avoir le ciel étoilé, une belle nuit où il n'y a pas de nuages, où il n'y a pas de pollution lumineuse. C'est bien foutu. C'est vrai que les Rennais, les Rennaises et tous ceux qui ont la chance de pouvoir venir, ont vraiment de chance d'avoir cet outil-là à disposition. Même nous, on reste encore parfois fascinés par ce qu'on voit. Qui est rare en France et même en Europe. Et surtout, on a de la chance ici parce que c'est un planétarium en temps réel. C'est-à-dire que ce qu'on projette, c'est pas un film, c'est pas comme au cinéma. C'est-à-dire que c'est nous qui utilisons un simulateur astronomique. On a un logiciel dans lequel on a les bases de données de tout l'univers connu, toutes les planètes, les étoiles, les galaxies, tout est bien positionné. C'est un logiciel en 3 dimensions. Et un petit peu comme dans un jeu vidéo, en fait, on peut choisir de se balader. C'est nous qui le Google Maps de l'espace, en fait. C'est ça. Et donc c'est nous, selon nos envies, selon l'actualité, on va choisir d'aller visiter plutôt telle planète, tel autre endroit. Selon les questions des gens, des fois, on peut être amené à se rendre dans une région de l'espace dont on n'avait pas spécialement prévu de parler, mais on peut le faire, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça crée des séances interactives. Et justement, c'est très intéressant. Quelle est un peu l'actu du ciel à venir, justement ? Dans les années à venir, est-ce qu'on va avoir de la grosse éclipse ? Est-ce qu'on va avoir une belle comète ? Est-ce qu'on va avoir une météorite qui va peut-être terminer le travail avant l'extinction des espèces ? On en est où, là, au niveau du ciel ? Pas de météorite pour l'instant d'annoncer. En termes d'exploration, il y a pas mal d'exploration robotique là en cours. On en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment avec l'agence spatiale chinoise et son projet Chang'e. Donc c'est tous ces faces cachées de la Lune. Faces cachées de la Lune, mais aussi retour d'échantillons là récemment. Ils ont réussi à ramener des échantillons de roches lunaires sur Terre, donc une mission qui a duré à peu près 15 jours, une mission flash, rapide, c'est un peu leur particularité. Ils prévoient de faire la même chose justement côté face cachée de la Lune, donc ça aussi ce seraient les premiers à le faire. Et là actuellement il faut savoir qu'il y a aussi des rovers qui sont en route vers Mars. Pour l'instant, il n'y a que les Américains qui ont réussi à poser des rovers vers Mars, et sur Mars plutôt. Des rovers, je vous coupe des rovers. Des sortes de robots voitures qui explorent la planète. Et donc là, l'agence spatiale chinoise a aussi justement un rover du coup, en route vers Mars, et ce serait, s'il y arrive, la deuxième nation à réussir un soft landing, à se poser en douceur sur Mars. Ouais. C'est des robots télécommandés, c'est des gros robots, ça fait à peu près la taille d'une voiture, mais c'est télécommandé depuis la Terre. Avec une caméra Oui, c'est ça. Plein d'instruments, des caméras, des foreuses. Alors après, c'est pas... Là, c'est pas en temps réel, parce que, en fait, comme les deux planètes ne sont pas toujours à la même distance, déjà, même quand la Terre et Mars sont au plus près, l'information, il y a la vitesse de la lumière, mais 5 minutes. Il y a un décalage de 5 minutes entre les deux. Entre le moment où vous voulez que votre robot avance et le moment où il va avancer, il va y avoir 5 minutes, puis vous allez avoir la réponse, est-ce qu'il a bien avancé, encore 5 minutes après, quoi. Donc c'est pas possible en fait de piloter comme ça, donc c'est programmé longtemps à l'avance. En fait, ils ont toujours un double sur Terre.
ils lui font faire des choses sur Terre. Ils ont reproduit le terrain sur lequel il s'est posé le plus fidèlement possible. Ils font faire un robot sur Terre, et puis après, ils envoient les ordres, les commandes au robot sur Mars. Ouais, c'est un peu comme si quand on utilisait notre télécommande pour changer de chaîne, le temps que ça change sur la télé, ça prenait 5 minutes, et le temps que notre œil perçoit que ça a changé sur la télé, c'est encore 5 minutes. Donc ça, c'est au mieux. Donc si je veux zapper, c'est 10 minutes, c'est au mieux. Ça, c'est rapide, c'est pas une contrainte de temps énorme. Dans l'histoire pour des robots, oui, mais imaginons qu'un jour on puisse envoyer, par exemple, des hommes sur Mars. S'il arrive un pépin, il faudra qu'ils attendent 5 minutes pour avoir, même 10 minutes du coup, pour avoir une aide quelconque de la Terre. Quand les deux planètes sont au plus loin, ce qui arrive au bout d'un moment, là, il y a 20 minutes d'écart. Là, ça commence à faire. Donc ça veut dire si vous êtes sur Mars, vous avez un problème, vous appelez la Terre, allô Houston, j'ai un problème. Sur les terriens vont recevoir le message 20 minutes après. Ils vont envoyer la réponse 20 minutes après. Vous, ça fait 40 minutes que vous avez un problème. Donc si la réponse est... Vous pouvez répéter la question, on n'a pas bien compris. Ça va être compliqué. Donc, ça fait une perte de temps. On y revient par rapport à les voyages sur la Lune. C'était il y a une seconde et demie d'écart. Donc c'est quasiment en temps réel. Donc les astronautes sur la Lune peuvent discuter quasiment en temps réel avec la Terre, ce qui ne sera pas possible sur Mars. Sur Mars, il faudra des équipages indépendants qui puissent se débrouiller tout seuls. Oui, peut-être même le développement d'intelligence artificielle, par exemple, ou de choses qui seraient capables de réagir seules. Bon, on n'y est pas encore, mais... Anaïs et Marc-Alexandre, grâce à vos réponses, on y voit quand même plus clair sur ce grand mystère qu'est l'espace. Je suis sûre que nous avons su captiver nos auditeurs et auditrices. En tout cas, nous, ça nous a passionnés. Comme d'habitude, mais pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, parce que l'espace est un sujet aussi passionnant que complexe, est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller ? Des films, des documentaires, des chaînes YouTube, des livres Déjà, venir au planétarium de l'espace des sciences. Pour bien sûr le rappel, quand on pourra réouvrir, on accueille les étudiants gratuitement le jeudi à 17h30, hors vacances scolaires, avec des thèmes différents à chaque fois. Donc ça peut être un bon moyen de se renseigner sur l'actualité d'astronomie. Ensuite, en termes de revues, par exemple, nous, on lit pas mal Ciel et Espace. C'est une revue assez complète. C'est généraliste. C'est généraliste, assez simple aussi d'accès. Il y a une série documentaire que j'aime bien qui était sortie il y a quelques années, qui s'appelait Cosmos, qui avait été fait par National Geographic. Incroyable. Et j'aime bien parce que c'était l'astronomie mais assez générale, c'est-à-dire que ça parlait des constellations, mais ça parlait des fois de biologie, de l'évolution de la Terre. C'est ça aussi que j'aime bien dans l'astronomie, en fait, c'est que ça touche un peu à tous les domaines, à la physique, à la biologie, à l'exploration, à l'histoire, à la mythologie. Et c'est vrai que c'était un peu touche à tout et c'était très, très bien fait. Et ils en ont refait une autre saison, je crois, l'année dernière. Donc voilà, moi je conseille. Moi j'en profite pour conseiller des comptes Twitter, notamment les comptes Twitter. Il y a certains comptes Twitter de la NASA et de l'ESA, donc l'agence européenne, où ils créent des comptes Twitter pour leurs robots. Curiosity par exemple avait son propre compte Twitter, et donc là c'est très marrant parce que du coup on a l'impression de discuter et d'écouter directement ce robot. C'est des plans com qui sont quand même bien pensés. On parlait du rapport du grand public à l'espace en début d'émission, ça donne quand même un peu plus envie de s'intéresser. Et puis il y a une chaîne YouTube que je voudrais conseiller, c'est une chaîne YouTube qui diffuse en temps réel des images de l'ISS. Et ça, pour le coup, moi, à chaque fois, ça me fait vriller. Je regarde ça avant de m'endormir. Et c'est incroyable. Parfois, on les voit même intervenir dans l'ISS, voire même en dehors de l'ISS. Donc, on les voit faire leurs petits travaux. Et on se dit qu'effectivement, on est bien peu de choses face à l'immensité de l'espace. C'est déjà la fin de l'émission. Le temps passe trop vite sur Terre. Il passe peut-être moins vite sur Mars. Mais sur Terre, qu'est-ce que c'est speed ? On espère, chers auditeurs et chères auditrices, que désormais, vous savez un peu plus si vous allez prendre un ticket pour l'espace ou alors garder les pieds bien ancrés sur la terre ferme. Un très 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 grand merci à nos deux invités, Anaïs Pellegrin et Marc-Alexandre Jehannin, médiateurs scientifiques au Planétarium de l'Espace des Sciences de Rennes. On tient aussi à remercier chaleureusement Priscilla Abraham et Bruno Mauguin du Planétarium pour leur accueil plus qu'agréable. On tient aussi à faire un big up à Alice pour sa motivation, à Fabrice Richard d'Arrow-Studio Film, ainsi qu'à Nomad Productions pour leur prêt de matériel. Juliette, Florent, Patrick, nous on retrouve les astronautes, les cosmonautes, les taïkonautes, bref, que vous soyez terriens ou martiens, on vous attend juste vous.
qui nous écoutez comme vous êtes dès le mois prochain pour une nouvelle émission de Vue du Lab. D'ici là, prenez soin de vos neurones sur les ondes sauvages de Syllab. Et on se quitte en musique direction la Lune avec le son électro-futuriste du DJ Madeon. C'était donc Chandru Kumar accompagné de Juliette Gloria pour Vue du Lab. À très très vite. Ciao tout le monde. Syllab. Vas-y, à toi. Branche ce fil sur la bande positive. La radio sauvage.